Alors déjà, deux mots, sur l'histoire récente. En fait, depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, on a vu se développer des églises autoproclamées autocéphales, en plus de cette église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou. Donc il y avait une église orthodoxe autocéphale, enfin autoproclamée autocéphale, issue d'une église qui s'est développée au Canada, par exemple. Et puis il y avait une église orthodoxe qui se disait dépendant du patriarcat de Kiev. Bon. Donc tout cela, c'est donc ces églises autoproclamées autocéphales se sont développées pendant toutes ces années 90 et 2000, et bien évidemment avec la Révolution orange, puis Maïdan, les velléités d'indépendance ecclésiastique se sont affirmées de plus en plus. Et en 2018 a été créée une église orthodoxe d'Ukraine qui était fortement soutenue par le président de l'époque, Petro Poroshenko, et qui a obtenu l'autocéphalie au début de l'année 2019. Elle a obtenu l'autocéphalie par le patriarche de Constantinople. Donc ça, ce petit retour sur l'histoire est important parce que, effectivement, il nous permet sans doute de comprendre pourquoi ce schisme a pu être utilisé par Vladimir Poutine et le pouvoir russe de façon générale. En fait, si vous voulez, ce qui a été dit par l'Église orthodoxe russe, c'est que derrière la proclamation d'autocéphalie par le patriarche de Constantinople, patriarche Bartholomée, il y avait les États-Unis. Donc en fait, on a là deux rhétoriques politiques et religieuses qui convergent, si vous voulez. L'État russe considérant que derrière Maïdan, il y a les États-Unis et l'Occident de façon générale, c'est l'Occident qui veut imposer les valeurs libérales. Et puis du côté de l'Église orthodoxe russe, on a dit que c'était que derrière l'Église, derrière l'autocéphalie, la proclamation d'autocéphalie par le patriarche Bartholomée, il y avait là aussi les États-Unis. Ça, c'est un premier point qu'on peut dire sur cette histoire. Et effectivement, d'ailleurs, le 21 février, Vladimir Poutine a accusé l'État ukrainien d'avoir soutenu cette église orthodoxe d'Ukraine. Donc ça, c'est un point qui est important, et d'autant plus que cette église, l'église orthodoxe ukrainienne, a depuis plusieurs années des difficultés dans la mesure où le Parlement ukrainien a souhaité renommer cette église orthodoxe ukrainienne qui est constituée de prêtres ukrainiens. Il a considéré il a voulu le renommer Église orthodoxe russe. Donc cette Église orthodoxe ukrainienne pensait subir des discriminations de la part du pouvoir ukrainien. Donc ça, c'est un point important, mais plus généralement, cette histoire est très compliquée. On a tendance à considérer effectivement qu'il y a convergence des narratifs politiques et religieux, mais je pense que il faudrait peut-être nuancer, parce que effectivement, Vladimir Poutine a toujours cherché depuis son arrivée au pouvoir à influer et à garder la maîtrise de ce qu'il appelait l'étranger proche, donc l'Ukraine, et
l'Église orthodoxe russe, que ce soit Alexis II ou le patriarche Kirill à partir de 2009, les deux patriarches ont toujours cherché à conserver leur territoire canonique, dont fait partie l'Ukraine. Donc les deux avaient une prétention qui finalement était convergente. Sauf que l'Église a toujours considéré que cette unité, elle se faisait au-delà des frontières politiques. Et donc, lorsqu'il y a eu, par exemple, cette annexion de la Crimée en 2014, le patriarche Kirill, il était profondément contre cette annexion. Parce qu'en fait, il savait très bien que ça allait créer des tensions aussi au sein de son Église. Et il n'était pas présent non plus, d'ailleurs, à la signature sur l'annexion de la Crimée. Et d'ailleurs, les trois éparchies de Crimée, elles font partie de l'Église orthodoxe ukrainienne, dépendant du patriarcat de Moscou, même si la Crimée fait partie de la Russie. Donc vous voyez, c'est vraiment très. Enfin, il y a convergence, il y a effectivement convergence, mais sur les frontières politiques, les deux, enfin, le patriarche Kirill et Vladimir Poutine n'ont pas du tout la même façon de voir. Alors là aussi, quelques éléments d'histoire. Donc, en 1991, il a été considéré que voilà, le système soviétique s'était effondré et on était dans un monde dit unipolaire avec cette idée que c'était la démocratie désormais qui allait prendre le dessus dans le monde. Et face à cela, Kirill, qui n'était pas encore à ce moment-là patriarche, il est devenu patriarche en 2009. Kirill, qui était le responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et qu'on a toujours considéré comme le penseur ou l'idéologue de l'Église orthodoxe russe. Donc Kirill a développé cette idée que le monde n'était pas un monde unipolaire, qu'il devait être, qu'il fallait défendre une pluripolarité. D'ailleurs, comme dans la même veine que Vladimir Poutine dans la fin des années 90, début des années 2000. Et donc cette pluripolarité, elle se manifestait d'abord par un dialogue des civilisations conçues comme des ensembles enracinés dans des traditions religieuses et culturelles. Et puis par ailleurs, cette idée que cette civilisation russe, elle était appelée à lutter contre les valeurs libérales. Voilà, donc on avait déjà, fin des années 90, au début des années 2000, on avait cette rhétorique. Et puis il y a eu tous ces propos, tous ces narratifs autour du monde russe également. Là aussi, on parle beaucoup du monde russe aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les narratifs sur le monde russe, ils ont été développés dès les années 90 et pas au sein de l'Église. Et cette idée du monde russe, elle a été d'abord développée par Vladimir Poutine, et le patriarche Kirill, donc, avant même, 2 ans avant même de devenir patriarche, en 2007 a été créée ce qu'on appelle une fondation qui s'appelle le Monde russe, et là, Kirill a commencé à développer aussi des propos sur le monde russe, en utilisant, en montrant à quel point la religion avait une dimension identitaire, elle était le véhicule identitaire essentiel de ce monde russe, et ce monde russe est devenu de plus en plus, a été identifié de plus en plus par Kirill comme la zone d'influence de l'Église orthodoxe russe. Et pour revenir à cette histoire de conflit des civilisations, Kirill, on l'a vu,
ne dit pas un mot sur la guerre, n'emploie pas le terme de guerre, et parce qu'en fait, tout simplement, ça montre sa faiblesse au sein, dans le système de Vladimir Poutine. En revanche, il parle constamment d'une lutte en Ukraine contre les valeurs libérales, contre l'Occident décadent, mettant en avant la défense des droits des homosexuels comme étant le péché majeur de cet Occident. Donc on est vraiment là au cœur, pour lui, d'un conflit de civilisation. Je voudrais rajouter un tout petit point là-dessus, vous dire qu'il tient ce discours-là, mais attendez, soyons clairs, hein, cette rhétorique, elle n'est pas si éloignée de la rhétorique des chrétiens évangéliques pro-Trump, hein, cette idée d'une opposition à l'Occident décadent, aux valeurs libérales. Tout ça, c'est quand même assez proche d'autres courants dans l'Église, dans les églises. Et dans l'orthodoxie russe, il y a donc cette rhétorique extrêmement présente. Il y a des groupes nationalistes qui sont encore plus fondamentalistes que Kirill. Et il faut bien comprendre que Kirill, il ménage ses troupes et il essaie de ne pas être trop débordé par les ultra-conservateurs. Parce que je voudrais juste revenir quand même sur un point, c'est qu'en 2016, souvenez-vous, le patriarche Kirill a rencontré le pape à La Havane. Il est rentré en Russie et il a été très fortement critiqué par les courants fondamentalistes ultranationalistes qui considéraient qu'il avait son péché majeur, c'était l'œcuménisme. Donc vous voyez, ce patriarche, aujourd'hui on voit effectivement activer cette rhétorique du conflit des civilisations. Il y a quelques années, était considéré comme un pro-occidental par les courants nationalistes les plus conservateurs. Et je dirais, je pense, mais voilà, il faudra bien sûr continuer à analyser les choses, mais je pense que c'est pas tant Kirill qui est écouté aujourd'hui, ce sont des hiérarques, en particulier un hiérarque, le Tikhon Shevkunov en particulier, c'est lui qui est le plus écouté par Vladimir Poutine. Alors on aurait volontiers tendance à imaginer que cette église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou ait une position pro-russe. Cette église, néanmoins, est beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. En fait, d'abord, c'est une église qui est très autonome par rapport au patriarcat de Moscou, même si elle n'est pas autonome au sens canonique du terme. Et depuis 2014 au moins, cette église, en particulier son métropolite, le métropolite Onufre, insiste sur la nécessité de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et comme je vous disais à l'instant, les 3 éparchies de Crimée font partie, encore aujourd'hui, de son église. Donc il a vraiment toujours insisté sur ce point. S'agissant de la guerre du Donbass, il a considéré que c'était une guerre civile, donc ne disait pas que la Russie était l'agresseur. C'est compliqué quand même sa position, parce qu'il défend son église ukrainienne, mais il affirme aussi sa loyauté à l'égard du patriarche Kirill de Moscou. Donc, s'agissant de la guerre du Donbass, il le dit dans un entretien d'ailleurs en 2015, il dit que dans son église, il y a des gens qui sont des 2 côtés du front dans le Donbass.
Donc il y a des gens qui sont qui défendent la position ukrainienne très fortement, et d'autres qui défendent les républiques autoproclamées du Donetsk et de Lugansk. Donc ça montre déjà la grande complexité de cette église. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant 2018-2019, et puis 2019, la proclamation d'autocéphalie par le patriarche Bartholomée, il n'y avait bien qu'une seule église reconnue canoniquement par la communion des églises orthodoxes, c'est l'église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Moscou. Et il y a bon nombre de fidèles et bon nombre de prêtres qui sont restés dans cette église au moins jusqu'en 2018-2019 pour cette raison, parce que c'était l'église dite canonique. Alors, dans cette guerre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Onufre continue à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il a condamné avec beaucoup de violence, beaucoup de force, il a condamné la guerre, considérant que c'était une guerre, ça rappelait le conflit entre Caïn et Abel. Il a supplié Kirill d'influencer Vladimir Poutine pour arrêter la guerre. Devant le silence de Kirill, bon nombre de prêtres ont très vite cessé de le citer dans leurs prières, comme il se doit dans l'orthodoxie. Des éparchies l'ont même dit ouvertement, on dit publiquement qu'elle ne citait plus Kirill. Onufre continue à citer Kirill. Et cette position des prêtres qui ne citent plus Kirill, ce ne sont pas seulement des prêtres qui se trouvent en Ukraine occidentale, mais ce sont des prêtres qui sont pas loin de la frontière russe. Donc c'est quand même un phénomène assez important, même très important. Bien sûr, des prêtres quittent l'église orthodoxe ukrainienne dépendant de Moscou pour aller vers l'église orthodoxe d'Ukraine dépendant de Constantinople. Et ce qui se passe aussi, c'est que certains commencent à demander à obtenir l'autocéphalie pour leur église. Alors, et certains disent quittez Moscou, allez vers Constantinople, rejoignez Constantinople. Mais d'autres souhaiteraient garder une église orthodoxe ukrainienne qui aurait un statut autocéphale. Et si vous voulez, c'est toujours pareil. Une église, c'est aussi des sentiments de loyauté que l'on peut avoir, de fidélité que l'on peut avoir à l'égard de tel ou tel hiérarque. Voilà, bon nombre de prêtres et d'évêques souhaitent rester fidèles au métropolite Onufre. Donc là aussi c'est très complexe, mais je pense que l'on peut dire que cette église orthodoxe ukrainienne qui dépend du patriarcat de Moscou n'est pas pro-russe, Il peut y avoir des prêtres, de cette église qui bénissent éventuellement l'armée russe, mais ils sont vraisemblablement très 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 minoritaires. Alors parmi donc toutes les églises là qui existent en Ukraine, parce qu'il y a vraiment une pluralité d'églises. Donc il y a ces églises orthodoxes dont nous avons déjà amplement parlé. Il y a une toute petite église catholique de rite romain, et il y a une église dite gréco-catholique ukrainienne qui est une église catholique de rite oriental, et elle comprend, d'après les sondages récents
qui ont été effectuées par le centre Razumkov, il y a 8% à peu près d'Ukrainiens qui appartiennent à cette église gréco-catholique ukrainienne, une église gréco-catholique qui se trouve essentiellement en Ukraine occidentale. Elle est née en 1596 lors du concile de Brest, et donc c'est une église qui était rattachée à Rome, qui est rattachée à Rome, d'accord, et qui est donc de rite oriental. Et l'Église orthodoxe russe a toujours considéré que cette Église gréco-catholique était le cheval de Troie de Rome sur son territoire canonique. Et il y a toujours eu des conflits majeurs entre l'Église orthodoxe russe et Rome au sujet de cette Église gréco-catholique ukrainienne. Vous savez que les frontières dans cette région de l'Europe ont beaucoup bougé, et lorsque les régions dans lesquelles se trouvait cette église gréco-catholique se sont retrouvées dans l'Empire russe, cette église gréco-catholique a été rattachée à l'église orthodoxe russe. Et il fut, enfin, au XIXe siècle, il y avait toute une partie de ces territoires qui se trouvaient sous l'autorité de l'Empire austro-hongrois, parce que c'est surtout donc dans Galicie que se trouve cette église gréco-catholique. Et là, je crois qu'on peut le dire avec beaucoup de certitude, c'est que cette église gréco-catholique ukrainienne, elle a contribué à l'essor du sentiment national ukrainien. Le métropolite Sheptytsky, en particulier, qui était à la tête de cette église, a beaucoup œuvré pour l'essor de ce sentiment national. Et il a toujours considéré que son église était vraiment le pont entre l'Est et l'Ouest. Il y a aussi tout ce narratif qui s'est développé à ce moment-là. En 1946, l'Ukraine occidentale se retrouve dans l'Union soviétique, intégrée à l'Union soviétique, et donc en 1946, lors d'un concile complètement trafiqué, les prêtres et évêques de cette église gréco-catholique ukrainienne sont intégrés de force dans l'église orthodoxe russe. C'est le début d'une vie dans la clandestinité. Certains fidèles gréco-catholiques allant à la liturgie éventuellement dans l'église orthodoxe russe, parce que le rite est le même. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant d'ailleurs, cette proximité des églises et pourtant cette immense conflictualité. Et puis donc d'autres sont rentrés dans la clandestinité, et dans les années 70, cette église gréco-catholique ukrainienne portait un sentiment nationaliste très fort, et elle était dans la dissidence. En 1989, elle est sortie des catacombes, et elle est reconnue depuis 1989. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, dans cette église gréco-catholique a été dirigée par cette église gréco-catholique ukrainienne était dirigée par l'archevêque Yossif Slipy, qui rêvait d'un patriarcat ukrainien qui réunirait l'Église orthodoxe et l'Église catholique en Ukraine. Et cette idée, on l'a vu un peu réapparaître dans la bouche du métropolite actuel, qui est métropolite Shevchuk depuis 2011. Et lui aussi, il rêve d'une Église unie ukrainienne. Bon. Le métropolite Shevchuk insiste beaucoup sur le fait que son Église est pro-européenne et comment dire, en miroir de ce que je vous disais tout à l'heure sur
patriarche Kirill et sur le conflit des civilisations tel qu'il l'a réactivé pendant la guerre. Shevchuk, lui, il oppose l'Ukraine qui défend une vision pro-européenne et la rhétorique russe, le narratif russe qui cherche à faire renaître l'Union soviétique. Donc voilà, c'est intéressant de voir en miroir les deux narratifs. Comme toujours, les choses sont quand même plus complexes que cela. Cette église gréco-catholique ukrainienne, oui, elle cherche elle défend la patrie ukrainienne et elle la défend et souhaite son rattachement à l'Union européenne. Mais cette église gréco-catholique ukrainienne, elle défend aussi les valeurs traditionnelles et elle fait partie d'un conseil des églises qui réunit toutes les organisations religieuses et ce conseil, par exemple, c'est opposé à la ratification de la Convention d'Istanbul, critiquant aussi l'utilisation de la notion de genre. Donc cette Église, elle défend ses propres valeurs aussi. Elle a ses propres valeurs religieuses, mais effectivement, elle est totalement, elle est vraiment profondément pro-européenne et je pense que toute son histoire l'a menée à cette position.